80% des décisions se font par les émotions et donc du coup cet aspect branding, personal branding ou corporate branding permet justement cette connexion émotionnelle avec la personne. L'expérience client est un facilitateur pour le branding parce que plus ça se passe bien, plus on aura tendance à dire qu'une marque elle est géniale. Quand tu as Orange ou SFR au téléphone, quand ça se passe mal avec un mec, ça se passe mal avec un mec, tu vas dire ouais Orange SFR c'est des connards. C'est important de croire en ce qu'on vend, sinon ça se sent, ça se ressent. Bonjour et bienvenue les amis dans ce nouvel épisode du Branding Croisé, donc le podcast qui croise ma discipline et celle de mes invités. Aujourd'hui je suis super content parce que je reçois l'un de mes meilleurs amis dans le podcast, donc Christopher. Comment tu vas ? Bah ça va, écoute, on est là, ça fait plaisir, on est bien entouré, on est dans un cadre également magnifique, donc que dire de plus ? Écoute, moi je suis très content de t'avoir, je te remercie d'avoir accepté le podcast. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, présenter un peu ce que tu fais, etc. etc. Bien sûr, bah moi c'est Christopher, donc ça fait à peu près 3 ans que je suis dans le business en ligne, que je mets en place justement tout ce qui est canal d'acquisition pour les clients. Donc aujourd'hui j'essaye de me diversifier, donc pas uniquement dans le business en ligne et l'infoprenariat, mais essayer de varier les disciplines en immobilier, en business en ligne et également au niveau du trading également. Donc j'accompagne également les personnes à développer leur chiffre d'affaires à ce niveau-là. Donc moi c'est justement de les pousser au million, d'aller chercher le million de chiffre d'affaires généré dans l'année, chose qui a été faite là durant mes 3 ans. Du coup j'ai pu dépasser cette barre des 1 million de générés par rapport à mes clients que j'accompagnais. J'ai commencé dans le MLM moi au départ. Dans le MLM, ça a été formateur dans le sens où justement ça m'a permis de voir ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Et donc du coup au niveau de la prospection, notamment, ça m'a permis de connecter plus rapidement également avec les gens, de savoir avoir un process également clair à ce niveau-là et de pouvoir travailler sur ces process-là de prospection, de closing. Et donc du coup ça m'a permis justement de me forger mes armes pour justement... aujourd'hui quoi. Ok. Ouais, effectivement, quand on démarre dans le MLM, la vente, faut rester accroché, il faut beaucoup d'abnégation pour y rester. Exactement, c'est ça. Et en plus, on a des commissions qui sont pas élevées non plus. Donc, il faut chercher également pas mal de masse pour justement créer son équipe, que ces équipes créent d'autres équipes, etc., etc. Vendre le service également du MLM. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que c'est formateur. Ok, super intéressant. Donc, je vais commencer par la question que je pose du coup à tous mes invités. Pour toi, qu'est-ce que c'est que le branding ? Ok. Le branding, pour moi, c'est l'univers de marque, l'image de marque que tu renvoies sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire ce que la personne va penser de toi, et ça, je l'ai pris de toi. Je l'ai pris de toi, justement. C'est la personne, quand tu n'es pas dans la pièce, qu'est-ce qu'elle pense de toi. Donc, du coup, qu'est-ce que tu dégages, la prestance, la manière de parler, la manière de t'habiller, l'univers en règle générale que tu véhicules, l'atmosphère également que tu véhicules au sein de ton image. Ok. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que on se connaît bien, c'est pour ça. C'est ça. L'univers dans lequel tu vas faire grandir ta société et toi-même d'ailleurs va être ultra important, ultra impactant pour ton image de marque, qui va pouvoir aider à définir qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais. Est-ce que les gens te considèrent comme une marque à part entière, et surtout où est-ce qu'ils te positionnent dans leur échelle de valeur. Exactement. Donc ça c'est super important. Toi qui es dans la vente, tu le sais mieux que moi. Mais du coup, toi tu fais de la vente pour des très gros, pour des moins gros, pour tout type de structure, et même pour les indépendants. Comment on fait au début, quand on n'a pas d'image de marque, pour démarrer la vente, en sachant que y a des objections qui peuvent se traiter extrêmement facilement quand cette image-là elle est construite et elle est avancée, mais quand elle ne l'est pas, c'est pas forcément évident. Comment tu fais lorsque tu n'en as pas au tout début ? Alors, si j'ai pas d'expérience, moi j'ai tendance à dire ça aux personnes que j'accompagne dès le départ. Si tu n'as pas d'armes pour pouvoir traiter les objections à ce niveau-là, moi ce que je conseille, c'est vraiment de faire des questions miroirs. Okay. C'est-à-dire, en gros, la personne te sort une objection. Par exemple, je sais pas, l'objection la plus commune, c'est celle du prix, le pricing. Donc, oui, c'est trop cher.
en quoi c'est trop cher pour vous justement, donc poser des questions miroirs pour justement vraiment isoler l'objection, comprendre en quoi justement cette objection a été sortie à tel moment et de la traiter, de l'isoler et de la traiter par la suite. Ok. Donc du coup c'est vrai que c'est une gymnastique à avoir, c'est une gymnastique à, à obtenir et voilà comme compétence, mais une fois que tu l'as c'est une machine de guerre, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup chez toi, c'est que Mm. tu as toujours eu ce truc, et on en parlait, parce que nos histoires familiales se ressemblent. Effectivement. Tu me parlais beaucoup de montrer par l'exemple, toujours être dans l'action, l'action, Mm. l'action. Moi, je le considère que pour travailler son branding, le meilleur moyen de travailler son branding, quelle que soit la manière dont on veut le travailler, c'est d'être dans l'action. Parce que c'est Mm. l'action qui va nous permettre, en fait, de donner à nos interlocuteurs, à nos viewers, finalement, des stimuli pour nous comprendre. Exactement. Toi, tu es beaucoup dans l'action. Quelles actions, toi, tu mets en place pour travailler ton image de marque au quotidien? Par exemple, déjà, rien que la manière dont je m'habille, Mm. la manière dont je m'habille, et je me dis justement que c'est l'image que je vais renvoyer. Donc, du coup, moi, j'aime bien, déjà pour moi-même, être dans un cadre vraiment euh, vestimentairement parlant, assez propre, assez soigné également. Parce que quand on fait de la vente également, il y a ce côté où les 3 premières secondes, quand on te voit, on juge directement la personne. Donc du coup, c'est bien d'être bien habillé, en tout cas, d'être habillé par rapport également à l'occasion qui s'y prête, hein, bien sûr. Mm. Par exemple, moi, je fais beaucoup ici les CIO, les choses comme ça. C'est important également de bien se vêtir et de se vêtir à l'image de l'entreprise pour pouvoir connecter plus facilement. Et sinon, ouais, au niveau des actions, bah, ça va être au niveau de mon branding, c'est d'envoyer un maximum de social proof Mm. sur l'activité, la compétence que j'ai aujourd'hui qui est la vente. Mm. Donc en gros, sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, moi je parle beaucoup du chiffre d'affaires, je parle beaucoup d'argent parce que c'est ma valeur, c'est ma compétence et ma compétence est de faire ramener un max d'argent aux personnes que j'accompagne. Mm. Donc, Ouais, non, ça me parle totalement. Et puis, cette notion de dire les choses, le fait que tu parles d'argent, entre autres, mm, il y a vraiment ça te permet cette connexion, véritablement, ouais, cette connexion émotionnelle. Et puis, encore une fois, la manière dont tu dis les choses, la manière dont tu les montes, vont pouvoir t'aider à te positionner sur un marché. Donc, c'est vrai que mm, pour toi, ça, c'est un vrai, c'est vraiment game changer, quoi. c'est clairement ça. Et quand tu te positionnes chez tes clients, toi, comment, du coup, tu fais tout ça? Quand je me positionne chez mes clients, en gros, je vais voir déjà le business model. Ok. Donc en gros, je regarde le business model, je regarde ce qui est mis en place, ce qui est déjà existant. Donc est-ce que la personne a un avatar client, a justement toutes les bases, donc une bonne marketing, sur quel canal d'acquisition elle est opérationnelle ou à améliorer. Et donc du coup, par rapport à ça, moi je vais travailler le côté inbound marketing et outbound marketing. Moi je suis plus dans l'outbound organique, donc du coup voilà, plus ce qui va être moins d'attirer les gens, mais plus d'aller les voir, d'aller chercher la connexion. Tu vois, moi, c'est ça que je trouve, voilà, interrompre le parcours utilisateur, pour moi, c'est vraiment un travail qui se fait et qui est extrêmement important dans une entreprise et qui est pas tout le monde n'a pas cette compétence-là. Et donc, du coup, voilà, je développe vraiment tout ce qui est l'inbound marketing, l'image de marque de la personne, le branding également, via des prestataires comme toi ou comme d'autres personnes également. Sur l'inbound marketing, créer du contenu justement qui va permettre à l'avatar client, à l'audience qui est visée, de s'intéresser justement à ce que fait la personne. Et derrière, bah, moi, je lui crée tout un système, que ça soit de setting, de closing, pour justement derrière placer des équipes qui envoient justement soit des messages, soit du call calling au niveau du setting, soit de l'emailing, et également bah, derrière bah, tout ce qui va être prise de rendez-vous pour le closing, appel de vente, et ramener du chiffre d'affaires à ce niveau-là. Et après, j'ai la partie également fidélisation client, parce que la fidélisation client, c'est là où on fait la plupart du chiffre d'affaires. Concrètement, c'est par exemple sur une de mes clientes, c'est ce qui nous a permis d'aller atteindre en organique plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires au mois. Et donc du coup, c'était la fidélisation et l'upsell des différents clients, tu vois, sur d'autres offres qui sont plus conséquents. Ok, ok, c'est super intéressant parce que j'aimerais revenir sur un point que tu as énoncé. Euh, Là, tu vois, la manière dont tu vends aujourd'hui, surtout en organique, tu te bases, entre autres, mais beaucoup sur le branding de ton client. Ça Oui, aide, ça reste exactement. un aidant génial à C'est vendre. clair. Mais comment tu fais pour vendre quand le branding, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais. Comment tu fais pour vendre quand le branding de ton client est pas ouf?
ou Alors, pas développé, ou quand il est ouais. mauvais finalement. Tout simplement, tu as un client qui va être connu comme étant égocentrique, potentiellement pas un arnaqueur, parce que je sais que tu n'accepterais peut-être pas C'est cette ça, typologie c'est de clair. client, mais tu sais, un branding un peu difficile à Ouais. assumer, Ouais. ou peut-être qu'il y a un quiproquo. Il y a un client dont je tairai le nom, mais qu'on a eu en commun, ou Mm. pour qui c'est le cas. Ouais. Comment tu fais dans ces moments-là? En fait, quand c'est comme ça, je vais travailler plus sur l'aspect vente du coup et connexion. C'est-à-dire que je vais sortir de cette image de marque qu'a la personne et je vais créer une connexion entre Christopher, ma personne, et mon interlocuteur. Ok. Si vraiment la personne, le client en question que j'ai, c'est compliqué, il a une image de marque qui n'est pas optimisée pour justement aller vendre. Bah, du coup, dans ce cas-là, bah, c'est moi qui reprends le rôle du commercial, du vendeur, si on doit dire le terme, et qui justement, via les process cognitifs, via la psychologie également humaine, arrive à récolter bah, justement bah, que la personne sorte sa carte bancaire et investisse Ok. dans l'accompagnement, quoi. Ok. Mais Mais c'est très difficile. ouais, c'est ce C'est que j'allais très te demander. difficile. C'est difficile de se détacher parfois Ouais. de l'image du client. Ouais, c'est vraiment difficile parce que tu es son intermédiaire. Donc la personne réserve un appel pour une personne, pour la personne en question, et derrière tombe sur un autre interlocuteur qui fait partie des collaborateurs. Donc forcément, c'est difficile de se détacher de cette image de marque. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est allier le branding, vraiment l'image de marque, le personal ou le corporate branding à justement la vente parce que c'est quelque chose qui permet de développer son chiffre d'affaires plus facilement et même pour les équipes déjà mises en place, voilà, on n'est pas là parce que ça demande une énergie en plus et des compétences, des hard skills, des soft skills également à développer en plus pour derrière bah, faire investir le client dans l'accompagnement ou dans le produit, dans le service, quoi. Clairement. Moi, c'est un truc que j'ai appris lorsque j'ai vraiment réussi à développer l'image de marque de certains clients. Je pense à une cliente là qui me vient en tête. Pareil, je tairai son nom parce qu'elle m'a pas autorisé à en parler, mais on n'a jamais fait autant d'argent, elle et moi, que lorsqu'on a travaillé son image de marque. Et si je dois Ouais. imager, son image de marque a été son meilleur commercial l'année dernière. Parce que simplement avec son image, elle a généré plus de 8 000 € en 2 mois, quoi. Wow, En ok. sachant qu'elle partait de zéro. Ouais, Elle partait de effectivement. zéro, elle avait juste travaillé son image, quoi. Et Ouais. vraiment, son image a été son meilleur commercial. Donc, tu vois, moi, ça me parle ce que tu me dis, et réussir à se détacher quand l'image de marque n'est pas à notre convenance, finalement, C'est ça. en tant que closer. Réussir à s'en détacher, ça va être super important, mais je pense que ça ne doit pas être évident. C'est pas évident et en même temps, moi je te dirais, il y a le côté émotionnel dans la vente qu'il faut pas négliger. C'est 80% des décisions se font par les émotions et donc du coup cet aspect branding, personal branding ou corporate branding permet justement cette connexion émotionnelle avec la personne, avec ton interlocuteur. Donc si tu travailles pas ton image et tu es uniquement focus sur la vente, forcément il y aura un blocage Ouais. quelque part. Et donc tu vas perdre du chiffre d'affaires, un potentiel chiffre d'affaires que tu aurais pu réaliser si tu avais travaillé ton image correctement. Clairement. Et puis, de toute façon, il faut bien comprendre que ton image, si tu la travailles pas, ça ne veut pas dire que les autres ils vont arrêter d'avoir un avis sur toi, qu'ils vont arrêter de te positionner dans leur esprit. On a tendance, avec notre esprit, à positionner les uns et les autres dans des cases parce que c'est plus facile pour notre cerveau. Mais Bien du sûr. coup, pour le branding, c'est pareil. C'est qu'en fait, la manière dont tu vas vendre, si tu fais pas attention à ton image, bah, elle aura quand même un impact sur ton image, que tu Exactement. travailles ou non, quoi, finalement. Exactement. Donc c'est pour ça, maîtriser son image, pas être, comment je vais dire ça, ne pas subir son Ouais. image, tu vois. Vraiment la travailler de façon pertinente à ce niveau-là te permet justement de connecter plus rapidement avec ton audience et donc du coup que la fluidité après au niveau de l'investissement se passe plus facilement. Clairement, clairement, clairement. Moi, il y a un truc j'ai envie d'aborder avec toi. Tu Ouais. vois, assez souvent, on parlait de tes équipes. Ouais. Parce que tu gères quand même, tu manages des équipes de vente, Ouais. plusieurs pôles vente. Comment tu fais pour que tu as des équipes qui vont travailler pour plusieurs clients potentiellement? Ouais, Comment tu fais pour dire, OK, l'équipe A, vous allez travailler chez ce client, mais faut qu'on ait l'impression que faut que vous sentiez, respiriez, limite, faut que vous puiez le branding du client. Comment tu fais pour que tes sales, ils s'imprègnent
de l'énergie de ton client? Est-ce que tu Ouais. mets en place des trucs, Ouais, des process? alors déjà, le premier truc, c'est moi, avant de signer un contrat avec un client, j'en parle à mes équipes. Ok. J'en parle à mes équipes, savoir, voilà, donc je vais voir au niveau des différents réseaux sociaux sur lesquels la personne se positionne, que ça soit YouTube, que ça soit Instagram, que ça soit Telegram, peu importe, mais regarder un petit peu ce qu'il fait, ce que la personne fait, ce qu'elle fait à ce niveau-là. Et donc, du coup, par rapport à ça, je leur demande, est-ce que tu te sens plus attiré par rapport à tel client ou tel client? Et donc, du coup, je les positionne en fonction du feeling également Ok. qu'a la personne au niveau de l'opportunité. Donc, que ça soit là, par exemple, j'ai l'immobilier, j'ai du business en ligne également. Bah, j'ai positionné des équipes sales qui avaient, par exemple, moi, j'ai des personnes qui avaient attrait déjà à investir en immobilier. Et donc, du coup, forcément, bah, je les ai redirigés vers cette cliente parce que c'est une femme et j'adore le leadership féminin. Donc, du coup, je l'ai redirigé vers elle. Et derrière, bah, les équipes qui sont un peu plus business en ligne, qui ont un peu plus cet attrait et cette facilité de connexion avec ce genre de business, je les place également sur le business en ligne, par exemple. Tu vois. Ok. Donc il y a vraiment cette notion feeling qui est ultra Ouais, importante en fait. feeling très important parce que si une personne, et ça vaut pour n'importe, là je suis manager d'équipe sales, donc forcément derrière c'est moi qui prends les décisions, mais même pour des infopreneurs, c'est important de croire en ce qu'on vend. Sinon, ça se sent, ça se ressent. Et donc, du coup, surtout quand on veut déléguer, donc pour les infopreneurs aujourd'hui qui veulent déléguer leur pôle vente, il faut trouver justement la personne ou les personnes qui vont vraiment sentir le produit, vivre le produit, incarner le produit, le service, parce que c'est ça qui fait également la différence. Ouais. C'est pas uniquement un script de vente, tu récites ton script de vente et derrière la personne elle investit. Non, il faut vraiment avoir cet état d'esprit où tu vends une réelle solution et tu crois à la solution, tu vois. Ouais. Donc il faut que tes équipes y croient également à cette solution que tu proposes sur le marché. Ok, ça doit pas être évident, tu vois. Enfin, ça doit pas être évident. Toi, c'est ton travail, Ouais. évidemment. Mais je me dis, on parle quand même de personnes qui sont, qui doivent travailler là-dessus, travailler sur elles-mêmes finalement. Ouais. Et tu dois avoir des sales qui doivent avoir peur de dire, ouais, non, tel produit, je le sens pas au début, tout Ouais. du moins. Ouais. Après, peut-être que ça vient avec le temps, mais au début, t'as jamais eu des personnes, ah ouais, je sais pas, ce client-là, tu veux le signer, mais je le sens pas. Bah, moi, ça m'est pas arrivé parce que j'écoute mes équipes, parce que c'est eux qui me permettent également de développer mon chiffre d'affaires, de développer également mon entreprise. Donc, du coup, c'est vrai que moi, je suis à l'écoute de mes équipes. Donc, si j'ai 3, 4, 5 personnes qui me disent écoute, Christopher, là, je sens pas l'infopreneur ou je sens pas l'entrepreneur ou l'entrepreneuse à ce niveau-là et j'aime pas le produit qu'elle délivre, Ok. je vais pas prendre le Tu vas contrat. pas. Ouais, Ok. je vais pas prendre le contrat. Ça, c'est ultra, c'est une leçon de vie, les amis. Je fais une aparté, c'est rare que je parle à la caméra. Ça, c'est une vraie leçon de vie. Accepter que vous pouvez pas prendre un deal, refuser un deal, même à un moment où financièrement c'est chaud. Ouais. Parfois, il faut être prêt à refuser des deals à des moments où on est dedans, les deux pieds dedans, mais parce que c'est mieux pour vous au long terme. Moi, j'ai la personne dont on parlait, dont on va faire le nom tout à l'heure, m'a proposé de rebosser avec lui fin d'année dernière. J'ai refusé le deal alors que j'étais vraiment dans une sauce, vous n'avez pas idée. Et bah, aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, ça paye, tu vois, j'ai la possibilité, la chance d'avoir plusieurs personnes en podcast, de travailler avec des gens exceptionnels, mais c'est parce qu'au bout d'un moment, j'ai fait ce choix et j'ai accepté de dire ah, j'y vais pas. Je prends pas le deal, j'y vais pas, non, j'y vais pas. Et ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises en 2022, tu vois. Donc, Ouais. c'est fort. Bah après, je te dirais, et c'est tout à ton honneur. Moi, j'en ai refusé également parce que en fait, quand tu fais ce genre de business, quand tu es dans le business en ligne ou tu crées ton entreprise, il est important d'être aligné sur tes 3 sphères de vie. Ouais. Que ça soit au niveau de ta sphère spirituelle, ta sphère personnelle et ta sphère professionnelle. Et donc, du coup, les principes et les valeurs sont importantes également quand tu vas closer un deal ou quoi. Il faut comprendre, avoir une synergie, créer une synergie également avec la personne. Moi, en tout cas, et nous, du coup, on est vraiment dans cette chose-là où il faut, dans cet état d'esprit, pardon, où il faut avoir les principes des valeurs et des principes vraiment concordantes et cohérentes avec justement la personne qui est en face de nous, où on va travailler ensemble, nos collaborateurs et nos collaboratrices. Dans le branding, il y a pas mal d'acteurs qui vont avoir un impact ultra fort
sur notre business, tu vois. Kevin, que j'ai eu juste avant en interview de chez Alchimie, me disait moi, mes fournisseurs et les prestataires, les horlogers avec qui je bosse, ont un vrai impact sur mon image. Toi, c'est quoi l'acteur autour de toi qui a le plus d'impact sur ton image aujourd'hui? Est-ce que c'est ton client? Ouais. Est-ce que c'est plus les closers avec qui tu Ouais. bosses? Moi, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes, je te dirais, on va dire en premier le client. Parce que forcément, si moi, mon image de marque est plutôt sur les avis clients, forcément. Ouais. Donc, si je bosse mal ou je délivre pas à temps ou quoi, bah, le client va se plaindre et ça va me faire une mauvaise image de marque. Et au contraire, si justement, là, comme le cas avec une de mes clientes, quand on dépasse en organique, et je dis bien en organique, c'est les choses, aujourd'hui, on te dit, ouais, à partir de 10 000 euros par mois, il faut investir dans des ads. Là, d'aller chercher justement ces 100 000 euros, plus de 100 000 euros sans avoir de publicité et tout en faisant ça en organique, bah, tu as un impact, c'est un impact sur ton image de marque. Ouais. Donc du coup, il y a l'acteur, bah, la cliente ou le client, et il y a également les équipes sales. Mes équipes avec lesquelles je collabore au quotidien, qui vont également avoir un impact sur mon image de marque parce que quand je vais faire l'onboarding de mes clients, bah, forcément, je présente l'équipe. Ouais. Et quand je présente l'équipe, bah, ça donne également le tempo, l'atmosphère de comment je travaille et je collabore avec mes équipes. Donc ça, c'est très important. Pour ça, il ne faut pas sous-estimer également les personnes qui collaborent avec nous parce qu'en fait, ça se ressent. Ça se ressent s'il y a Donc, il faut laisser personne, vraiment personne, derrière ou quoi que ce soit. Si tu as une demande, accepte la demande, essaye de voir, trouver des compromis ou des choses comme ça. Mais vraiment, voilà, moi en tout cas, chaque personne de mon équipe est très importante pour mon business. Ouais, non, ça, c'est. De toute façon, tous les acteurs, il y a à peu près 5-6 acteurs qui ont un vrai impact sur le branding. Après, plus ou moins gros en fonction de notre typologie de business. Moi, je sais que mes clients, fondamentalement, n'ont pas un impact de dingue sur mon image. Par contre, mes prestats, mes partenaires et mes prestats ont, eux, un impact fou. C'est que je peux passer de Lamborghini à Clio en 2 minutes parce que j'ai envoyé le mauvais prestat, tu vois. Donc, c'est ultra important. Et pour le coup, je fais très attention à ça. Très attention, parce qu'en fait, à tout moment, j'ai construit une relation, bâti quelque chose de fort avec un client, et en fait, en 2 minutes, ça peut s'écrouler. 2 minutes, ça s'écroule, tu vois. Ouais. Ça, c'est ultra difficile. L'expérience client, en plus, c'est une transition parfaite pour ma dernière question, parce qu'en fait, je suis par catégorie de questions. Ma dernière question là-dessus. Toi, comment tu fais en sorte de travailler ton expérience client? Moi, je considère que l'expérience client, tu vois, va aider le branding. Là où d'habitude, je dis le branding est un facilitateur pour le reste. Moi, je considère que l'expérience client, c'est l'inverse. L'expérience client est un facilitateur pour le branding parce que plus ça se passe bien, plus on aura tendance à dire qu'une marque, elle est géniale. Tu vois, je prends l'exemple, c'est con, mais quand tu as Orange ou SFR au téléphone, quand ça se passe mal, tu as tendance à dire, avec un mec, ça se passe mal avec un mec, tu vas dire, ouais, Orange, SFR, c'est des cons. Par contre, ça se passe bien avec un mec, tu vas dire, Orange, SFR, ils sont géniaux, ils ont réglé tous mes problèmes, parce que tu vas associer la personne à l'entreprise. Ça se passe vraiment au niveau de l'expérience client. Toi, comment tu fais, du coup, au niveau de l'expérience client, pour le travailler, ça? En gros, moi, je travaille alors. C'est vrai que comparé à tous les acteurs qui sont sur le marché au niveau du closing, ils prennent les leads comme des petits pains et en gros, le but, c'est de closer un maximum de deals. Moi, non. Moi, je fonctionne comme un commercial, beaucoup ce côté corporate sur la vente où tu as un portefeuille client. Tu as un portefeuille client et c'est à toi également de l'animer. C'est-à-dire que même quand tu as closé la personne, mes équipes, avec ce portefeuille client-là, rappelle les prospects, les clients du coup. Les clients en demandant, bah écoute, j'ai vu là que tu étais rentré dans l'accompagnement il y a un mois, comment ça se passe, est-ce que tu as des problématiques, est-ce que tu as des facilités ou des difficultés justement à ce niveau-là. Et donc du coup, récolter un maximum de data pour remonter également à la cliente que j'ai signée du coup, ou au client que j'ai signé. Mais voilà, c'est l'expérience client, je vais le travailler vraiment en prenant contact directement avec la personne en question. Donc ça veut dire que moi, mes prospects, pour moi, c'est des personnes, faut pas oublier ça, c'est des personnes, des êtres humains qui sont derrière, et donc du coup de les considérer également. C'est pas parce que tu as signé le deal que derrière tu es tranquille. Non,
Tu vois, et donc du coup ça aide, comme je te l'ai dit, ça aide derrière à faire des upsells, des choses comme ça, ou que même au niveau de ton image de marque, la personne se dise ok, là concrètement on bosse avec quelqu'un qui est sérieux, une personne sérieuse, et donc du coup derrière ça permet de développer également le bouche à oreille, parce que le bouche à oreille est très important aussi. Moi j'ai signé des contrats, beaucoup de contrats même avec le bouche à oreille. Ouais. Donc du coup voilà, la personne elle bosse bien, l'expérience client est très importante dans tout business, et c'est important également de se confronter justement aux diverses problématiques, s'il y a des problématiques, justement, des choses à améliorer, de prendre en compte justement ces choses à améliorer. Là, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Là, je suis en plein setting à froid également avec un client, des clients du coup, parce que c'est deux personnes avec lesquelles je collabore. Et ben j'ai rappelé les clients qu'ils avaient dans un accompagnement pour savoir justement comment ça se passait et tout. Et puis j'ai pu faire upgrade justement 2 clients sur des offres un peu plus high ticket. Ok. Donc Donc voilà, double expérience client, finalement, expérience client avec la personne avec qui tu signes un deal exactement. et l'expérience avec ses Ces clients clients. pour Exactement. pouvoir faire en sorte que le branding se passe bien. Exactement. Ok, c'est marrant parce que tu fais un truc, j'en parlais avec 2 potes à moi, Pierre, Flo, big up à vous les gars. Tu fais un truc que personne, selon moi, faisait ça dans la francophonie. Au niveau du closing basique, assez souvent, en fait, tu as des gens qui closent, et en fait, après, une fois que le closing est fait, effectivement, bye, on les revoit plus. Exactement. Et toi, ce que tu proposes, et l'un des deux est closer, je lui ai dit, mais mec, tu devrais te positionner comme ça dans les boîtes en disant, écoutez, voilà, moi je suis closer, vous me payez beaucoup moins, par contre, je veux une double commission, parce que, non, vous me payez, j'ai des commissions plus petites, par contre, vous me payez plus, parce que je gère la relation client au quotidien. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait rentrer un client, c'est pas à vous de gérer les appels au quotidien, de savoir est-ce que ça se passe bien dans le programme, de gérer les problématiques et tout. Et donc en fait, vous embauchez pas juste un closer, vous embauchez un expert en relation client qui va vous aider Exactement. sur les 2 parties. Exactement. Et aujourd'hui, toi, tu le proposes, tu vois, là où des closers, je connais des closers, enfin, Ouais. comment on connaît des closers qui font Ouais. beaucoup d'argent, des Ouais. centaines de milliers d'euros, si ce n'est pas des millions, et pourtant, ils proposent pas de gestion de relation client. Et c'est pour ça qu'ils ont des contrats éphémères. C'est-à-dire, c'est pour ça que les contrats également se stoppent très rapidement. Parce qu'en fait, c'est bien l'argent, mais à un moment donné, un client, en fait, peut t'en faire perdre une dizaine, une vingtaine. Ouais. Par rapport à l'expérience qu'il a vécue au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, quand tu n'as pas cette expérience client qui est mise en place, en fait, même si tu as l'impression de faire des millions parce que tu es toujours dans l'acquisition, en fait, tu te rends pas compte que derrière, en fait, tu perds énormément d'argent. Ouais. Donc, l'expérience client est très important également à mettre en place dès le départ parce que justement, derrière, même moi, je dis, c'est 50-50. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça, 50% d'acquisition pour 50% d'expérience client. Et ça va te permettre de faire des upsells sur des offres un peu plus high ticket. Donc moi, par exemple, sur des offres à 2 997, je les upsell sur des offres à 12 000. Et donc, du coup, forcément, derrière, c'est un chiffre d'affaires que derrière, tu développes également. Ouais. Donc, du coup, être sur les deux pôles, sur ces 2 pôles-là, c'est vraiment ce qui va permettre à l'entreprise d'être pérenne, sereine également dans son chiffre d'affaires et pérenne au niveau de l'entreprise, quoi. Clairement. Ben écoute, on arrive vers la fin. J'ai quelques petites questions de fin. Yes. La première question, c'est pas moi qui te la pose, c'est l'un de mes autres invités, Romain Gazan, que tu connais bien. Ouais. Romain te pose la question, et c'est une question qui m'a fait rire. Pour ceux qui te connaissent pas, ils connaissent pas sûrement cette phrase « rien ne se trame ». Ouais, rien de ça. Et Romain avait la question, mais qu'est-ce qui se trame finalement? D'où vient cette phrase et qu'est-ce qui se trame finalement? En fait, cette phrase, elle vient d'un de mes collaborateurs. J'ai collaboré avec lui, un de mes partenaires, un des associés également. J'ai créé une première boîte avec des associés. Et donc, du coup, cette phrase vient de lui. Et en gros, on avait tendance à dire que, vu que sur le marché, il y avait énormément de personnes qui disaient « Waouh, super programme qui arrive, vous restez connectés. Donc du coup, en fait, il y avait toujours quelque chose, les backups, les machins, et en fait, il n'y avait rien qui sortait, ou ce qui sortait était vraiment pas de qualité, que nous, on a décidé de dire rien ne se trame, dans le sens où, justement, les choses se passent quand elles doivent se passer, tu vois. Okay. Donc en mode, ok, là, on est dans le factuel, on n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans la réflexion, on est plus dans l'action.
Tu vois, donc plus cette phrase-là, rien ne se trame. Ça se traduit comme ça. Exactement, Okay. comme tout est millimétré, c'est pareil au niveau de le branding, surtout sur le branding. Pour revenir à ça, donc moi j'ai cette phrase aussi, tout est millimétré, parce que même mon image, je la travaille. C'est-à-dire que je suis pas pareil, c'est-à-dire j'ai une personnalité, je vais pas non plus me démultiplier, mais je suis pas pareil quand je suis en interview par exemple avec toi, que quand je vais, ou avec un client, quand je suis avec un client, que quand je suis avec toi, on va boire un verre, tu vois, donc je travaille également cette image à ce niveau-là, qui est important pour moi. Ouais, bah oui, forcément. Mais c'est cool que tu aies expliqué, parce que tu vois, de plus en plus, avant, quand on travaillait le branding à l'ancienne, on travaillait beaucoup la voix, et la voix, c'était les slogans. Et ça se perd. Maintenant, on veut beaucoup, tout le monde veut travailler son storytelling, mais plus personne veut, c'est sa phrase signature. Moi, je sais que je suis beaucoup, enfin, les gens me reconnaissent pour, on est souvent à une personne de la bonne personne, tu vois. C'est vraiment mon mantra. Et c'est intéressant que toi, t'expliques pourquoi, toi, ton mantra, c'est rien ne se trame, tout est millimétré. C'est des choses que, en plus, si vous le suivez sur Insta, je vous mettrai le compte juste en dessous de la vidéo, mais vous pourrez voir et découvrir assez rapidement. Ok, alors là, j'ai une grande question. C'est la question qui pose souvent des blancs à travers toutes mes interviews. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée, que ce soit dans la vie, en interview, en podcast, ou peu importe, à laquelle tu aimerais bien répondre? On t'a jamais posé cette question, tu dis, mais j'aimerais bien répondre à ça. Effectivement, un blanc. Sache que si tu ne trouves pas la réponse à la question tout de suite, tu peux m'envoyer un vocal après, je ferai le petit montage et je l'insérerai. Alors moi je dirais au niveau de la dépression parce que j'ai vécu une grosse dépression l'année dernière et donc du coup ça s'est pas vu sur les réseaux sociaux ni sur mon travail également à ce niveau-là, mais comment Christopher, comment tu as pu sortir de cette dépression ou pendant la dépression donner quand même du résultat. Genre je pense que cette question elle va parler à plus d'une personne. Et si vous êtes dans ce cas, donc je vais parler également à la caméra, si vous êtes vraiment dans ce cas où vous avez cette problématique, vous avez un bas émotionnel, vous avez encore plus, vous avez une dépression comme je l'ai vécu également l'année dernière, c'est vraiment le fait déjà de s'entourer. S'entourer, c'est très important. Avoir des personnes comme toi qui m'a soutenu également pendant cette période. Avoir également un pourquoi et une signification de la vie qui est très importante, donc se baser sur ça. Et également derrière, de se dire que si tu fais pas le job maintenant, il n'y a personne qui le fera à ta place en fait. Et donc du coup, cette chose-là m'a permis justement de relever petit à petit la tête, de me dire ok, la dépression c'est normal, ça arrive. On est dans un bas émotionnel qui est vraiment important. Et donc du coup là le fait de me poser justement et de me dire ok, là si tu fais pas le job, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Ça me permet justement derrière de me remotiver et de me dire ok, là aujourd'hui j'ai des clients qui ont besoin de la délivrabilité, d'être délivrés à ce niveau-là, et donc du coup si je le fais pas, il y a personne qui va le faire à ma place, tu vois. Donc moi je dirais ça, et puis c'est une transition. Moi j'ai tendance à dire, et surtout même les psychiatres, je suis beaucoup dans la psychologie, tu vois, ils disent vraiment que la dépression c'est la maladie de la sagesse, tu vois. C'est la maladie de la sagesse, ça te permet également de prendre des décisions. Parce que moi, il y a eu des facteurs, donc, dont le décès de mon oncle, mon entreprise également dans laquelle j'étais, qui, voilà, ça s'est pas bien passé, des collaborateurs avec lesquels ça s'est pas bien passé, des personnes qui m'ont tourné le dos, qui m'ont craché dessus, etc. Donc ça faisait beaucoup en une petite période, sur une petite période. Et donc du coup, voilà, ça a déclenché cette dépression. Mais de se poser également ces questions, ok, moi ça m'a permis d'en tirer quoi comme leçon. Et donc du coup de faire attention avec les personnes avec lesquelles je discute, j'échange, je donne du temps, parce que le temps il est important également. Le temps c'est quelque chose, ou l'énergie également. L'énergie, j'ai vu que des fois tu mettais de l'énergie ou tu donnais de l'énergie aux gens qui n'en méritaient pas entre guillemets autant. Et donc du coup de placer également ce seuil d'énergie, parce qu'on n'en a pas à l'infini, donc placer et de proportionner ce seuil d'énergie aux invités, aux personnes, que ce soit la famille, parce que j'ai délaissé beaucoup ma famille également à un moment donné, j'étais vraiment uniquement focus dans le business. Donc vraiment avoir cet esprit, cette envie de se poser les bonnes questions et de se dire ok, quelle est la leçon à retenir.
Et vu que moi je suis croyant également, donc le fait que le Seigneur me donne ça sur ma route, me mettre ça sur ma route, c'est parce que justement il y a quelque chose à en tirer, il faut que je trouve la réponse à cette question. Ok, ok. Je comprends, merci d'avoir partagé ça, parce Ouais. que c'est très personnel, mine de Ouais. rien. Et c'est fort, c'est fort. Je pense que assez souvent, moi je le vois aussi, les entrepreneurs, on nous demande jamais comment quand ça va mal. Ouais. Et on est dans ce mix de société entre une société un peu de fragile, j'aime pas trop le terme, mais un peu de fragile, de personnes où c'est jamais de leur faute, c'est parce que l'État, c'est parce que ci, c'est parce que ça. Et de l'autre côté, on a ce truc de oui, mais c'est parce que c'est de culpabilisation, vraiment. Je trouve que quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, c'est extrêmement flagrant. C'est que quand tu es salarié, c'est jamais de ta faute si tu as un truc qui t'arrive. C'est toujours de la faute des méchants patrons, du méchant gouvernement. Et lorsque tu deviens entrepreneur, en fait, ta vie est entre tes mains, donc tout est de ta faute. Et il y a ce juste milieu, je pense, à trouver cet équilibre entre il y a des choses qui sont de ta faute parce que tu as le contrôle dessus. Maintenant, il y a un certain nombre de choses où tu peux pas faire autrement. Si tu veux, le Covid arrive, il y a un décès dans la famille, il y a un certain nombre de choses quand même qu'on maîtrise pas. Donc, merci encore une fois d'avoir partagé ça. La dernière question, mon dernier invité, tu le connais, c'est Kevin Ben Simon, enfin l'un de mes prochains invités. Ouais. Encore une fois, l'ordre est un peu parti en live par rapport aux interviews. Donc à chaque fois je le dis, c'est l'un de mes prochains invités. Je sais pas quand est-ce que ce sera lui. Ouais. C'est Kevin Ben Simon, donc que tu connais. Est-ce que tu aurais une question pour lui, du coup, pour le prochain podcast? Moment de réflexion. Une question pour Kevin. Je vois qu'il fait pas mal d'events. Il a son event également Vision. Moi, j'aimerais savoir comment il fait pour avoir un carnet d'adresses et avoir justement cette facilité à connecter avec les gens. Ouais. Tu vois, cette facilité à connecter avec en plus des gros infopreneurs, des gros entrepreneurs sur le marché. Donc, comment il fait aujourd'hui pour aller chercher ces personnes-là, connecter avec ces personnes-là et qui se retrouvent justement dans son event Vision. Nickel. Bah, écoute, je lui poserai la question. Frérot, je te remercie. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Branding Croisé. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir sur le canapé cette semaine. Plaisir partagé. Et puis, je vous dis à la prochaine, pour le prochain épisode. Ciao.